Il va être très chiant ton podcast, non? Moi, je pensais qu'on allait se marrer, mais bon. Et non. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Déjà, je crois profondément en l'amour. Je pense que c'est vraiment une chose qui répare. Le monde peut être dans un chaos complet, brisé, sans possibilité de réparation. Et pourtant, l'amour est quelque chose d'inépuisable et qui répare les choses, je crois vraiment. Et je crois en l'art. Je crois vraiment que la poésie ou la musique ou la littérature, c'est une forme de prière. Alors ce nouvel épisode, c'est vraiment de l'ASMR. C'est du miel pour les oreilles, tant la voix de mon invité est douce. Je reçois aujourd'hui le chanteur et auteur Raphaël, qu'on connaît pour ses morceaux phares Caravane, Ne partons pas fâchés, Dans 150 ans, tout ça, ou pour son duo avec Patchy à la Starac, chacun ses refs. On s'est croisés en fait avec Raphaël il y a quelques semaines chez France Inter, où il venait présenter son nouveau spectacle Bande Magnétique, qui est un show un peu hybride, à la fois un concert, où il reprend des morceaux d'un peu chaque moment de sa carrière, et c'est à la fois quelque chose de plus théâtral, de plus mise en scène, puisqu'il est rejoint sur scène par un comédien qui est soi-disant l'ingé son, qui lui donne son avis sur tout ce qu'il fait, qui lui dit de recommencer, qui critique un peu, et ça donne quelque chose de très intéressant, de très beau, d'assez drôle aussi, et de surtout très introspectif. Et j'ai tellement aimé écouter Raphaël parler de ce spectacle dans l'émission que j'ai eu très envie de le recevoir ici. Donc je me suis replongée dans sa musique, j'ai écouté Bande Magnétique, j'ai lu ses recueils de nouvelles, puisque Raphaël est aussi auteur, je l'ai dit. Il a sorti 2 recueils, dont le premier, Retourner à la mer, qui lui a valu le prix Goncourt de la nouvelle. Et puis on s'est retrouvés tous les deux pour discuter de pas mal de choses, de ses obsessions qui n'ont pas changé depuis le premier album, dit-il, de comment on se remet d'un succès comme celui de Caravane, qui peut être vachement paralysant, des 2 types d'artistes qui existent selon lui, de ce en quoi il croit, et d'écriture, de littérature et de chansons. Alors petite remise en contexte pour que vous compreniez le début de l'épisode, on est assis tous les deux dans un bureau chez Iconoclast, qui est une boîte qui produit des films, et sur la table juste devant nous, il y a le livre L'anatomie du scénario de John Truby, qui est vraiment le bouquin par excellence que lisent tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture d'audiovisuel. Et donc quand je demande à Raphaël de faire les essais sons, il me parle de ce bouquin. J'espère que tout ça vous plaira. Un, deux, 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Je t'entends tout à fait. Tu veux que je continue à parler un peu? Je veux bien, ouais, pour checker quand même. Alors, l'anatomie du scénario, je crois pas que j'ai lu un peu des bouts de trucs comme ça et tout ça, mais c'est toujours, il t'explique que les personnages doivent changer, quoi, qu'ils doivent avoir un chemin, c'est ça. Mais des fois, dans la vie, on change pas. Des fois, dans la vie, on n'apprend rien. Je suis sûr qu'il y a des personnages qui apprennent rien et ça fait des films magnifiques, quand même. Mais t'as l'impression que dans la vie, les gens, des fois, ils apprennent rien? Je suis sûr. Je pense que même des gens, dans leur vie entière, ils apprennent rien. Mais tu t'en rends jamais compte, alors. Donc ça va. Ou tu changes pas. Où tu vas, où tu sais déjà, peut-être tu sais déjà plein de choses à 6 ans, quoi. Tu sais tout ce que tu dois savoir. Enfin, c'est pas ça l'idée du truc. Enfin, je l'ai pas lu. Je suis curieux de voir si c'est celui de qui, celui-là? Truby. Ah bah oui, John Truby, le fameux. Ouais, c'est connu. Ouais. C'est comme le mec pour arrêter de fumer, quoi. C'est lui, c'est. Ouais, c'est ça. C'est comme le Alan Carr du. Ah ouais. Non, moi je me le suis fait pendant le premier confinement. Et ouais, je me suis fait les 500 pages. Bien. J'ai rien retenu. Je suis sûr. Mais j'ai fleuré. Comment ça va la tournée déjà? Super. Très bien. Je m'amuse beaucoup. C'est hyper sympa, c'est très joyeux. T'as pas vu le spectacle, toi, hein? T'étais pas là. Non, j'ai juste entendu un audio. Oui. T'as entendu un audio du du tout spectacle? Premier à Vannes. Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord. C'est super, ça se passe bien. Et t'aimes bien cette ambiance de tournée ou tu préfères être chez toi en ermite, à composer des trucs, à lire des bouquins? J'aime bien vivre les deux, quoi. Là, je suis très heureux d'être en tournée. Je suis très content Bah déjà, ça marche bien, tu vois. Ça plaît aux gens. Je sens qu'ils sont très émus, qu'ils s'amusent, et il y a une vraie ferveur à la fin de chaque concert. Donc ça change beaucoup, tu vois, d'une tournée où tu sens que les gens ils sont là comme ça. Enfin, ils aiment bien, mais ça les illumine pas comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est un spectacle très particulier, donc je crois que ça fait un effet puissant sur les gens. Ils sont debout chaque soir comme ça, et c'est très émouvant de voir que tu partages un moment très précieux, très rare, quoi. Et puis en plus, je suis avec des bons copains, le bus de nuit, ça me fait marrer. Je vais faire peut-être 80 dates, tu vois, et ensuite je vais pas tourner pendant 3 ans, donc c'est très précieux, quoi. Et donc t'avais pas fait de tournée après Haute Fidélité? Vu qu'il y avait eu le Covid ou... Non, j'avais pas fait de tournée, c'est celle-là, enfin...
Indirectement, c'est celle-là, mais j'avais fait 10 dates, j'avais fait des festivals. Ok. J'avais joué aux Vieilles Charrues, au Franco l'été dernier. Okay. C'était des drôles de festivals. Un des trucs qui est marrant, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de choses méta dans ce que tu fais. Genre là, Qu'est-ce que t'appelles méta, excuse-moi? Dans le sens où, voilà, ce spectacle-là, tu fais ton truc, puis il y a quelqu'un qui est un peu ton alter ego et tout, qui commente ce que tu fais. Dans la dernière nouvelle d'une éclipse aussi, c'est pareil, c'est des gens qui commentent ce que tu fais, comme si tu, genre, soulignais tout ce que les gens pourraient te dire, te reprocher au sujet de ce que t'écris. Je vois ce que tu veux dire. Bah, disons que les deux sont très directement liés. La dernière nouvelle du livre et ce spectacle, c'est la même inspiration, tu vois. C'est vraiment la même chose. Ça, j'ai demandé à ce que ce volet se ferme, tu vois. Écoute, c'est méta, hein. Ça aussi, c'est méta. Incroyable. Aucun problème. Quel homme. Tu me dis si tu veux. Mais je dirais que c'était l'idée de trouver une circulation entre les chansons. C'est la même idée dans le truc d'une éclipse. La dernière nouvelle, c'est l'idée de faire une circulation entre toutes ces nouvelles pour leur donner une unité, qu'elles soient comme un roman. Et du coup, c'est un peu la même chose pour ce spectacle, c'est-à-dire des chansons qui sont de périodes très différentes, de certaines de 2002, d'autres de 2022, de faire en sorte qu'elles soient unifiées. Et c'était d'avoir un personnage comme ça qui les lie, autre que moi. Et comment tu te sens par rapport à des choses que tu as écrites il y a 20 ans ? Bah, assez bien, parce que en fait je les réécoute pas dans leur enregistrement original, tu vois, même si sur scène j'utilise certains éléments des bandes, j'entends pas ma voix d'il y a 20 ans, quoi. Je les rechante avec ma voix d'aujourd'hui de cette façon-là, donc je me sens bien. C'est assez beau, les chansons, en fait. Les bonnes chansons, elles sont assez inépuisables, donc on peut les réarranger, les refaire vivre de manière très différente. Je joue des choses de 2002 aujourd'hui, et avec le même plaisir, même avec plus de plaisir peut-être que j'en avais quand je les ai joués il y a 20 ans, quoi. Quand on écoute ton premier et ton dernier album, on peut deviner quoi de la façon dont tu as évolué ? Alors, j'ai pas écouté mon premier album quasiment depuis que je l'ai fait, donc je dois t'avouer que j'ai assez peu de... Et tu reprends aucune des chansons qui étaient dessus, là ? Sur le premier album, non. Mais j'aurais pu, tu vois. Il y a une ou deux chansons que j'aime bien. Une chanson qui s'appelle On craindra plus les balles, que j'aime beaucoup. Une autre s'appelle Libre Service, mais ça rentrait pas parce que c'était vraiment... Il y en avait des mieux, quoi. En fait, je me suis vraiment posé la question pour faire cette liste du concert, c'est quelles sont les 20 chansons que je préfère, quoi. Et les 20 chansons en plus que je préfère et qui feront plaisir aux gens. Le premier album, il a pas marché. Du coup... les gens, personne me les réclame, ces chansons. Donc, et il y en a d'autres des mieux, quoi. Donc, Et à partir du deuxième, alors, si on écoute le deuxième et le dernier ? C'est très proche. Je dirais que c'est très proche. Ouais, je dirais que c'est très proche, que le chemin, il est... Mais même le premier, hein, je trouve que c'est... En fait, moi, je reconnais... c'est aussi une chose qui m'est apparue en faisant ce spectacle, c'est que les obsessions sont les mêmes de 2003 à 2022. Les thèmes sont très proches. Après, les harmonies changent, les arrangements changent, la voix change, la liberté change aussi peut-être, quoi. Mais le deuxième album, il était très libre déjà. C'était un disque très vrai, quoi, je crois. C'est quoi les obsessions alors ? Les obsessions qui me sont apparues, il y a une certaine morbidité quand même. Il y a vraiment une approche ça parle beaucoup de la mort, quoi, ou des spectres, ou de la continuité entre les vivants et les morts. Il va être très chiant ton podcast, non? Je pensais qu'on allait se marrer, mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas ça parle de ça, quoi. Il y a quelque chose une pensée magique, souvent, qui a quelque chose de l'enfance aussi, qui est assez comme ça indestructible. En même temps un regard d'adulte sur l'enfance, et en même temps un truc indestructible de l'enfance. C'est ça que je vois très commun entre le premier et le dernier album, ou tous les albums peut-être, en tout cas. Enfin, j'ai vu une continuité mais est apparue dans ce bordel, voilà. Et ça m'a plu aussi, ça. Et c'est quoi que t'as gardé ? C'est quoi qui est le plus indestructible de ton enfance, de ce que t'étais il y a 40 ans, genre ? Moi, j'ai gardé beaucoup de choses de mon enfance. Je suis très proche de la personne que j'étais enfant. J'ai l'impression que je suis très connecté à je sais pas, ça peut paraître loin et en même temps, c'est très proche. Je dirais que c'est les paysages mentaux que j'avais à l'âge de 5 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils sont là. Et
et que j'ai l'impression d'avoir une grande proximité avec cette personne-là, quoi. Qu'elle a pas forcément, on change, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on apprend plein de choses, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on sait déjà l'essentiel des choses importantes, quoi. De votre rapport au monde, à la nature, aux parents, aux gens qu'on va aimer, à la tendresse. J'ai l'impression que les choses que je savais, j'en ai sûrement appris quelques autres, mais pas tant que ça. Et ensuite, j'ai pas été suffisamment déçu par les gens ou pour revenir là-dessus, quoi, sur cette forme de rapport magique au monde, quoi. Je crois que j'ai pas été déçu du tout par les gens, en fait. Jusque-là, non. Il y a des accidents de parcours et des gens qui vous font du chagrin. Mais souvent, les gens qui vous font du chagrin, ils ont une raison de le faire. C'est que, je veux dire, en amour, par exemple, ils vous font du chagrin, pas pour... Enfin, la plupart du temps, c'est pas pour vous faire de chagrin, c'est parce qu'ils tombent amoureux d'autres personnes. Et que ça vous fait accessoirement beaucoup de chagrin. Mais, ouais, je suis très connecté à cette personne-là. Plus qu'à l'adolescent. Ah oui? L'adolescent, oui, parce que je trouve que l'adolescent, on s'appartient beaucoup moins. On devient très conformiste, quoi. Finalement... les adolescents qui souvent ont un envie de rébellion, c'est là au moment où ils sont le plus conformistes de leur vie, quoi. Ils veulent tellement suivre le groupe et tellement ressembler au groupe pour pas se faire exclure que ça devient des animaux très grégaires, alors que les enfants sont beaucoup plus originaux et ont quelque chose de beaucoup plus particulier, je trouve. Et le moment où je me suis moins reconnu, c'est le moment où finalement je faisais un peu comme tous les autres et je pensais comme tous les autres et j'écoutais la musique comme tous les autres. Enfin, voilà, où j'essayais de porter un uniforme, quoi. Mais comment t'as fait? Parce que Caravane, t'avais 30 ans. Comment t'as fait? Parce que de tes 30 à tes 46, t'as évolué en étant une personnalité publique. Donc comment tu fais pour plus te construire, mais pour évoluer sans aller que vers ce qu'on attend de toi, que vers ce que les autres pourraient aimer et tout ça? Je dirais que déjà, c'est pas facile de se réinventer ou de trouver d'autres... C'est vrai que... Après, je pense qu'il y a fondamentalement, il va être très chiant au podcast, deux types d'artistes, tu vois. Il y a des artistes qui sont expérimentaux. Ça veut pas dire que c'est de la musique avant-gardiste, tu vois, mais ça veut dire que il y a des artistes qui sont peut-être plus conceptuels, quoi, comme ça. Et moi, je pense que je suis vraiment expérimental, quoi. C'est-à-dire que j'ai assez peu de concepts et j'aime bien essayer des choses très différentes. J'aime bien partager les choses de la création avec d'autres gens. Au bout d'un certain moment, on sait ce que nous, on peut faire. Moi, je sais ce que moi, je peux faire. Et par contre, je suis très ouvert à des collaborations artistiques et c'est là que ça va m'amener dans des territoires différents, nouveaux pour moi. Et je pense que ça permet aussi, les artistes expérimentaux, ils évoluent toute leur vie, quoi. Et ceux que j'aime, c'est souvent des artistes expérimentaux. C'est, je sais pas, oui, David Bowie ou Bashung ou Bob Dylan dans une certaine mesure, enfin même complètement Bob Dylan. Même Leonard Cohen, pour moi, c'est un artiste complètement expérimental, quoi. Neil Young, expérimental, tu vois. Et il y a des artistes qui font le même disque avec le même moule tout le temps. Ça veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire que c'est leur manière conceptuelle d'approcher le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je crois à ça, quoi. Je crois que quand on est expérimental, on peut faire son meilleur disque à 75 ans, quoi. Alors qu'un artiste conceptuel, en règle générale, il a fait son moule conceptuel et ensuite il déroule son fil, quoi. Toi, tu penses que tu feras ton meilleur disque à 75? Je sais pas, j'aimerais bien. Moi, je pense que je l'ai pas fait encore, mon meilleur disque. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je sens que j'ai un truc en moi encore qui est que j'ai pas encore dit, quoi. Et en musique, et en livre, et en... Mais comment tu sais que ce truc-là, il va sortir en musique ou en littérature? Je dirais qu'en musique, je pense que je peux faire des chansons plus... j'ai des trucs dans le ventre, quoi. Voilà, que j'ai encore des trucs dans le ventre. Je sais pas si c'est meilleur mais que j'ai pas dit ce que j'avais je me suis pas exprimé suffisamment, en tout cas. Si je peux faire d'autres disques, je ferai d'autres disques, voilà. Et j'espère qu'ils seront bons. Et en tout cas, peut-être que tous les artistes pensent ça, quoi. Parce que sinon, si tu te dis j'ai fait mon meilleur disque, c'est compliqué, quoi. Après, en livre, je sais pas, je suis débutant, quoi. Donc j'espère que j'ai pas fait mon meilleur livre, quoi. Ouais, d'un côté, c'est cool si t'as eu un concours, mais c'était pas ton meilleur. Ouais, peut-être. T'as raison. Un des trucs qui me fait rire aussi, c'est que t'es genre
là, on T'as quel âge, toi? 27. 27. 20 ans d'écart, quoi. C'est beaucoup, 20 ans d'écart, t'imagines? Oui. Ouais. Ouais, c'est... Moi, je me rappelle de... c'était quoi? C'était La Terre est plate, je pense. Il est sorti, et moi, c'était l'époque où je gravais des CD. Je l'ai téléchargé sur Emule, et je l'avais gravé, j'avais imprimé la pochette et tout, et je l'avais écouté en boucle. Et j'aimais trop, et j'ai vraiment ce souvenir de mon petit CD que j'avais fait toute seule. Donc, limite, j'avais l'impression de l'avoir composé. Ouais, bien sûr. Donc oui, 20 ans d'écart. Oui. Un truc qui me fait marrer, c'est que genre, je pense que t'es quelqu'un de comique dans la vie, mais tu le caches bien hein, dans les chansons. Oui, mais pas tant que ça. Regarde les nouvelles, elles sont marrantes, mais pour moi, elles sont marrantes. Mais après... Elles sont sombres de ouf. Moi, je les trouve drôles, tu vois. Moi, je les trouve vraiment drôles. Ouais, moi, je trouve qu'il y a un truc... Elles sont sombres, mais je trouve que... dans le dernier livre, par exemple, la nouvelle sur Bowie, ou même la nouvelle sur celle que tu avais citée là, sur Instagram, ou le date avec une fille à qui il manque un bras, moi, ça me fait vraiment rire, quoi. Je trouve ça vraiment très drôle. Après, il y a toujours une dimension peut-être un peu... il se passe toujours un truc un peu tragique, mais je trouve que c'est marrant, moi. Non, je trouve... Mais j'ai l'impression que sur papier, ouais, il y a des situations qui peuvent être marrantes, mais qu'il y a toujours un truc qui va montrer le pire de ce que l'être humain peut être. Il y a un truc toujours très sombre comme ça. Comme quoi, par exemple? Dis-moi. Genre des trucs qu'on peut ressentir, qu'on peut penser. Il y en a une qui m'a vraiment foutu des frissons. C'est celle... un gars qui est avec sa mère dans le train... Ouais. Et qui pense à des trucs horribles. Et... C'est la dernière nouvelle du premier livre, c'est ça, qui s'appelle Retourner à la mer. C'est dans le premier en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup cette nouvelle. Et ben ouais, moi aussi, mais il y avait un côté où ça me montrait des choses de moi que j'avais pas envie de voir, tu vois. Et il y a ce truc que j'ai beaucoup retrouvé dedans. Ouais, je la trouve drôle, moi, cette nouvelle, par exemple. Mais elle est drôle, mais elle est cruelle. Ben, c'est ça, c'est tellement cruel que ça devient drôle. Mais si tu regardes ça au premier degré, c'est atroce. Moi, je trouve que moi j'aime bien ces personnages. Je dirais que j'ai une part de beaucoup de ces personnages. Tu vois. Alors après, je dirais pas, il y a un truc avec un serial killer. J'ai rien à voir avec un serial killer, mais justement, ce mec dans le train avec sa mère. Il y a moi j'ai des très bons rapports avec ma mère, je l'adore. Mais je veux dire, il y a une partie de moi. Il y a cette chose un peu de la honte qu'on peut avoir enfant quand vos parents viennent vous chercher à l'école, dont on guérit difficilement, et ça raconte ça peut-être, cette chose-là. Alors là, je force le trait avec un type qui a une quarantaine d'années, qui a eu des problèmes psychiatriques manifestement, qui a essayé de se tuer, c'est ça dans la nouvelle, et qui part dans des vacances, sa vieille maman l'emmène pour se faire soigner, quoi, pour se retaper, comme on dit, quoi. Et il en veut beaucoup à sa mère parce qu'il est très seul au monde et que la seule personne qu'il aime sur cette terre, c'est sa mère, dont il a honte encore, comme un enfant. Donc je trouve que la situation est assez émouvante et il y a des éclairs de cruauté, mais en même temps il y a des trucs où il aime profondément sa mère, quoi, je crois. Et même je la trouve marrante, moi, cette nouvelle. Quand ils vont visiter un parc d'attractions ensemble, alors que le mec il a 45 ans et que sa mère lui demande si elle peut lui offrir une peluche lamentin, ça me fait rire. Oui, quoi. Ouais, mais ça me fait marrer. Bon, écoute, mon humour fait rire peu de gens. Qu'est-ce qui te fait rire en dehors de cette toi, nouvelle. Tes trucs me font rire. Moi, je rigole. Je suis très bon public. Je me marre. Moi, maintenant, je me marre. Larry David me fait rire, me fait pleurer de rire, quoi. Je sais pas, Jim Carrey me fait pleurer de rire, quoi. Enfin, beaucoup de gens me font rire, quoi. Okay. Après, Gad Elmaleh me fait pas rire, du tout. C'est pas un humour qui me fait marrer. Blanche Gardin, elle me fait mourir de rire. Tu vois, je sais, c'est... Bah, c'est de l'analyse, alors que Gad Elmaleh, c'est plus de l'observation, quoi. Donc c'est... Ouais, peut-être, c'est ça. Peut-être que l'observation, je la fais tout seul, quoi. J'ai pas besoin de... Oui, parce que c'est un truc qui m'a aussi marqué, c'est qu'il y a des détails tout le temps partout sur... c'est le niveau de détail. T'as une bonne mémoire, Mais pourtant, j'aime beaucoup l'observation. Alors, je dirais que c'est une qualité pour les écrivains d'observer, quoi. C'est très important, même pour les acteurs, pour tout le monde, quoi. Marlon Brando, c'était quelqu'un qui observait le monde, quoi. Ça se voit. Mais après, il y a quelque chose de observer le monde, de simplement raconter le plus grand dénominateur commun. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'intéresse pas. Voilà, c'est ça. Quel que soit l'art, quoi. C'est de dire, parce que sinon, c'est quoi? Ultimement, tout le monde va aux toilettes, donc on pourrait simplement dire, ok, on raconte comment on va aux toilettes, ok. C'est une expérience partagée par l'humanité, quoi. Toi, tu fais l'inverse, justement. Tu dis des trucs qui sont tellement précis, j'ai l'impression
que personne l'a vécu, mais tout le monde va quand même relate. Moi, je crois que mes trucs, tout le monde l'a vécu, mais bon. Mais non, mais il y a des détails tellement précis que c'est jamais la même situation. Oui, sûrement, bien sûr. Mais tu peux faire une nouvelle sur comment on va aux toilettes. Non, justement, ça m'intéresserait vraiment pas. Ok, dommage. Je préviens Gallimard. Ok. Dans ton docu pour Arte sur Florence Aubenas, elle dit j'écris pour dire que ça existait, parce que si je l'écris pas, personne va savoir que c'était là. Toi, t'écris pourquoi? Bah, j'écris. Je sais pas vraiment pourquoi, quoi. Parce que c'est ce que je sais faire, parce que c'est ce que j'aime faire. J'écris d'abord pour faire marrer mes copains. C'est toutes ces histoires humoristiques. J'écris pour que ma femme trouve ça beau, tu vois. En premier lieu, j'écris pour ça, quoi. J'écris pour les gens que j'aime, quoi, je dirais. Et puis peut-être pour raconter mon époque à ma manière, tu vois, être le témoin de quelque chose. On est tous le témoin de quelque chose. Et je sais pas pourquoi certaines personnes se décident de faire de leur vie cette chose-là, d'être le témoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit, Florence Aubenas? C'est quoi? Parce que... Elle dit j'écris pour dire que ça existait. Si je ne l'écris pas, personne ne saura que ça s'est passé. Oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est un peu différent, je crois, parce que j'ai pas Florence Aubenas, c'est vraiment c'est une journaliste avant tout. Pour moi, c'est un grand écrivain. C'est Tchekhov, Florence Aubenas. Je l'adore, je l'admire. Mais elle a cette chose de témoigner pour les gens qui peuvent pas parler. Elle a vraiment d'être le porte-voix de ces gens-là. Par exemple, des gens qui sont démunis face à la justice ou face à des choses qui sont trop grandes pour elle, ce qu'elle appelle, je crois, les vies minuscules, comme ça. Il y a que ça qui l'intéresse. Voilà. Elle pourrait pas interviewer un homme politique, je sais pas quoi, ça l'intéresserait pas du tout, elle saurait même pas le faire. Alors que ce qu'elle appelle les vies minuscules, c'est le sens de sa vie, quoi. C'est de témoigner pour eux. Moi, je crois pas que ce soit ça Moi, je témoigne que pour moi-même. Voilà. Peut-être c'est ça aussi. Si je parle pas, personne saura que j'ai existé. Peut-être c'est ça aussi. C'est un truc d'ego un peu? Non. Pourquoi? Non, je crois pas. Je sais pas, si tu veux être sûr qu'on sache que t'existes, que t'as existé. Bah, tout le monde a envie d'exister. Je veux dire, même un mais insecte a envie d'exister. C'était pas des reproches, c'était une question. Je sais pas. Tu me poses une question très théorique que je me suis pas trop formulée, quoi. Pourquoi j'écris? Je dirais parce que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, je crois que c'est ça la réponse. C'est parce que c'est comme ça. C'est comme si tu demandes à un marin pourquoi est-ce qu'il prend la mer, il va te dire parce que la mer est là. Et si tu demandes à un alpiniste pourquoi est-ce qu'il gravit une montagne, il va dire pareil, parce que la montagne est là, quoi. C'est une réponse qui va pas beaucoup éclairer, mais je dirais c'est pareil, quoi, pour moi. Et t'aurais fait quoi si t'avais pas fait ça? C'est dur à dire. J'étais parti pour faire du droit, des choses comme ça. Je pense que j'aurais été très éloigné de ce que j'ai en moi, quoi. Donc peut-être je serais passé, comme on dit, un peu à côté de. J'étais pas fait pour ça, quoi. En tout cas, donc j'aurais pas été un bon avocat, je crois pas. Mais ça m'intéressait aussi, la justice, c'est des choses intéressantes. Mais je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais aimé être. Il y a plein de vies qui m'auraient plu, quoi. Mais je dirais que quand même, musicien, écrivain, c'est les choses que j'admire le plus au monde. Mais j'admire les scientifiques. J'aurais aimé être scientifique. J'aurais aimé être, je sais pas, astrophysicien, ou j'aurais aimé être navigateur. J'aurais aimé être cosmonaute. J'en sais rien, quoi. J'aurais adoré. Enfin, cosmonaute, ça m'aurait foutu la trouille quand même. Mais c'est haut. C'est haut, ouais. Exactement. C'est vachement haut. Et c'est grâce à une phrase prononcée par Jack Nicholson que t'as pas fait Hippocagne. Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, en tout cas, ça a changé. C'est une phrase dans un film de Milos Forman qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou, où le personnage de Jack Nicholson s'appelle McMurphy, qui joue le rôle d'un type qui rentre dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est condamné, parce qu'il a simulé la folie. Donc on le met dans un hôpital psychiatrique pour éviter la prison. Et on pense qu'il fait ça pour éviter la prison. Et il se trouve qu'il se prend d'amitié pour tous ses patients et qu'il a envie de les éveiller et de les faire marrer. Et à un moment donné, il dit à un type, toi, tu devrais conduire une bagnole décapotable, voyager et coucher avec des filles, quoi. Et
j'ai pris ces paroles pour moi parce que je me sentais vivre un peu comme dans un hospice, quoi, à étudier, à être anxieux, à passer à côté de la vie d'une certaine manière. Et donc cette phrase très cool de Jack Nicholson, qui est de toute façon très cool, quoi. C'est vrai que quand ça va pas, tu peux toujours te dire qu'est-ce que Jack Nicholson fera à ma place, et ça te donne un élément de réponse que j'ai appliqué plusieurs fois. Les bagnoles et les meufs. Ouais, c'est dire que je dirais que ça c'est surtout pas prendre les choses trop au sérieux, quoi. Se dire que une autre phrase de je sais plus qui là, de Jerry Lewis, qui dit il y a 2 choses graves dans la vie, la naissance et la mort, le reste on peut se marrer, quoi. C'est à se tendre de rire. Et c'est un peu ça que m'inspire Jack Nicholson, quoi. J'ai l'impression que c'est un mec qui s'est bien marré, quoi. C'est quoi que tu préfères dans ta vie? Moi, j'ai une très belle vie, quoi. J'ai l'impression chaque jour, je me lève, je me dis, je suis émerveillé, je me dis que j'ai beaucoup de chance de tout, quoi. Grande chance, vraiment. J'aime, je dirais, ma famille, quoi. Vraiment, mes enfants, ma femme, mes parents, quoi. C'est une chance merveilleuse de les avoir, de les voir. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai été voir mes parents, je me suis réveillé avec ma femme, j'ai pris mon petit déj avec mes gosses et je les ai amenés à l'école. Voilà, c'est merveilleux, quoi. Je dirais que c'est ça m'émerveille, quoi. Et tu crois en quoi? Parce qu'il y a ça revient souvent dans tout ce que tu fais, ce truc de ne croire en rien. Mais finalement, je crois en beaucoup de choses, quoi. Je dirais que je suis déjà, je crois profondément en l'amour. Profondément. Je pense que c'est vraiment une chose qui répare, que le monde peut être dans un chaos complet, brisé, comme ça, sans possibilité de réparation. Et pourtant, l'amour est quelque chose d'inépuisable et qui répare les choses, je crois vraiment. Et je crois en l'art. Je crois vraiment que la poésie ou la musique ou la littérature, c'est une forme de prière. C'est une manière, un rapport au monde très mystérieux qui équivaut à la prière, quoi, qui n'est pas moins mystique ou magique, en tout cas. Donc je crois que c'est une grande croyance, ça aussi. Donc je dis je crois en rien, c'est peut-être une posture. Croire en ça, c'est déjà croire en quelque chose qui a un grand pouvoir. Mais quand en tout cas dans la première version de Bande Magnétique, oui, il dit montrer ce en quoi vous croyez toujours. Ouais. Et toi tu dis mais je ne crois en rien. Si je crois en rien de précis. Et là il te dit mais ces chansons c'est quelque chose de précis. Il me répond. Et il me répond ce que je pense moi. C'est-à-dire que les chansons elles sont très vastes, quoi. Il y a une phrase de Leonard Cohen très belle qui dit que les chansons sont anoblies par ceux qui les écoutent. Et que quand voilà, ce que les gens ont, les chansons qui sont très aimées, elles sont anoblies par l'amour des gens. Et ce que tu me dis en disant j'avais je sais pas 8 ans et je m'étais fait graver un CD et ça anoblit beaucoup ce disque qui est pas mon préféré. Bah tu vois, maintenant je l'aime beaucoup. C'est le fait de savoir que qu'une petite fille a écouté le disque et a chargé d'émotions des chansons, l'associer à des souvenirs, ça n'a pas de prix. Enfin c'est magnifique. Donc ça les anoblit, les chansons. Justement, tu dis que c'est pas ton préf. J'ai lu que tu disais que tu l'avais fait sans vraiment de désir. Je dirais que c'est le seul disque que j'ai fait sans volonté de rupture par rapport au précédent. Okay. Donc il avait du désir, mais déjà j'avais eu un très gros succès qui m'avait un peu perturbé parce que c'était c'est 1,8 million d'exemplaires. Ouais, c'était énorme, et puis je pouvais plus sortir dans une rue, et puis c'était pas ce que je voulais non plus, c'était pas mon, je veux dire, j'ai pas cherché ça comme un but dans la vie, donc j'étais un peu dépassé par il y avait des gens qui m'attendaient en bas de chez moi pour me filmer tous les jours, il y avait des gens qui dormaient sur mon palier, il y avait on attire un certain nombre de cinglés quand on est dans ce genre d'échelle-là. C'est momentané, c'est bien, mais du coup j'étais perturbé, et ensuite il y avait des gens qui avaient agressé ma meuf. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. J'étais tout le temps en tournée, tout le temps en télé. On est sollicité pour des choses qu'on fait parce qu'on veut faire plaisir aux gens, mais qui vous ressemblent pas forcément, parce qu'en plus on a une forme de pression, quoi, ou simplement on n'a pas envie d'être grossier, donc on fait plein de trucs. Mais
je dirais que du coup, j'ai fait un second disque. Enfin, le disque après Caravane ressemblait un peu à Caravane. J'ai repris la même équipe, le même producteur, les mêmes musiciens, à peu près. Et sauf que le charme ne pouvait pas se renouveler parce que même s'il y a des bonnes chansons dans ce disque, ça pouvait pas. Enfin, voilà, c'est le contre-coup de tous les gros succès. Tous les artistes ont connu ça et on met du temps à s'en débarrasser, à s'en remettre, et finalement, les disques qu'on fait après, ils sont super, mais on met du temps même à le comprendre qu'ils sont super parce que c'est des montagnes russes, quoi. Mais je dirais que ouais, c'est limite plus compliqué de se remettre d'un succès que d'un échec, en fait. ouais, c'est difficile. Des très gros succès comme ça, ça met du temps, quoi. Ça met du temps. Et même chez des, je sais que Bowie, par exemple, il a mis 20 ans à se remettre de son Let's Dance, quoi. Alors qu'il en avait eu des succès avant, quoi. Mais le succès était tellement énorme à ce moment-là, c'était tellement colossal que il lui a fallu vraiment 10 ans et remettre ses curseurs à zéro repartir, faire un groupe, enfin, tu vois, quitter cette peau-là, se débarrasser de plein de choses, quoi. Mais bon, c'est déjà merveilleux d'avoir un succès. Beaucoup d'artistes n'en ont jamais dans leur vie. Et puis c'est rare d'avoir un succès à la fois public et critique. Ça arrive une fois, quand on a de la chance, 2 fois, quand on a beaucoup de chance. Et comment t'as géré, du coup, l'attente qu'il y a eu après ? Le fait que, je suppose que, du coup, le label te filait full thune pour réaliser la suite. Oui. Comment, vu que t'as fait des albums avec full budget, que t'en as fait d'autres plus en indé. Avec pas un rond, ouais, bien sûr. Ouais. Comment ça a une influence sur tes envies ? C'est aussi les contraintes, c'est des choses très positives pour la création. C'est évident qu'en tout cas pour moi, quand t'as beaucoup de fric, tu sais pas où tu veux aller, t'essayes plein de trucs, t'es comme un gosse qui a trop de jouets, quoi, tout simplement, dans sa chambre et qui joue plus avec rien. Et alors que quand moi, ça fait 10 ans que je fais des disques qui coûtent pas cher du tout, quoi. Je les fais à la maison, presque toujours. Je dirais que, là, en tout cas, j'ai fait 2 disques intégralement à la maison. Là, le dernier, Super Walter, c'était vraiment dans ma chambre à coucher, quoi. C'est des disques qui coûtent vraiment rien, quoi. Où je joue quasiment tous les instruments avec un copain. Enfin bon, c'est une toute petite économie. Après, ça dépend des projets. Des fois, on a envie d'avoir un son studio avec l'univers très précis du studio, l'acoustique magnifique et tout ça. Mais je dirais que les contraintes, c'est bien. C'est très bien parce que ça vous donne même là, si je dois recommencer un nouveau disque, par exemple j'ai un projet de disque et je vais essayer de me trouver moi-même des contraintes, de me dire ok, j'utilise que tel type de matériel, telle chose, parce que sinon je dis quoi, j'ai 200 000 sons, je sais pas quoi, et c'est écrasant. Et du coup après, comment on gère le fait de pas refaire un succès comme Caravane ? Déjà, on peut pas refaire un succès comme... Enfin, on peut pas... Déjà, ça m'intéressait pas du tout, quoi. De refaire la même chose, quoi. Aujourd'hui, par exemple, là, j'ai joué 10 jours au Bouffe du Nord. Je préfère 100 fois jouer 10 jours au Bouffe du Nord comme je l'ai fait que de faire 10 jours à Bercy. 100 fois. Sans aucun mensonge ou coquetterie en disant ça. C'est vraiment... je suis à ma place en faisant ça, quoi. Voilà. Aujourd'hui. Parce que je trouve la salle plus belle. Parce que je préfère jouer dans une salle de 600 personnes et donner quelque chose de très précieux et très intime plutôt que de faire un truc de culture de masse. Parce que moi, en tant que spectateur, j'aime aller voir des concerts dans des salles de 500 places ou dans des théâtres magnifiques où il y a des possibilités incroyables plutôt que d'aller voir des gens à Bercy. Alors à Bercy, je vais aller voir Neil Young parce que c'est là qu'il joue et que il est tellement immense ou Bob Dylan, parce que il y a tellement de gens qui veulent les voir qu'il n'y a pas le choix. Mais sinon, non, j'y vais jamais. Ça me fait totalement chier d'aller voir dans ce genre de salle. Je m'en fous de voir un feu d'artifice ou un spectacle pyrotechnique, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Voir quelqu'un qui chante en tout petit. Très loin. Et parfois, j'ai aimé à Bercy des concerts magnifiques de Neil Young ou de Bob Dylan, des choses comme ça qui m'ont transporté, mais... Quand t'écris, t'es du genre à justement aller te nourrir de plein de choses, aller au théâtre, machin, ou est-ce que tu fais l'ermite et que tu parles plus à personne et que t'es insupportable pendant 3 mois ? Non, c'est dans la vie, quoi. Je fais gaffe à pas trop écouter de choses pour pas que ça m'influence.
faut faire attention. C'est sûr que quand on écrit, par exemple, il y a des écrivains qui ont une telle personnalité que je sais pas si tu lis James Joyce ou Duras au moment où tu essayes d'écrire un livre, tu te dis oh putain merde ça ressemble à du Duras et c'est pas possible parce que il y a que elle qui peut se permettre ça. Si tu fais un truc à la Duras, c'est pas possible quoi. Mais ça m'arrive de lire par exemple dans d'autres langues. J'aime bien ça. Tu vois, si j'écris un bouquin, je vais lire un livre en italien ou un livre en anglais ou en espagnol. J'adore déjà, ça me fait travailler la langue. J'adore ça et ensuite comme ça me peut absolument. J'ai pas du tout la musique quoi en tête. J'ai juste mon dictionnaire à côté de moi quoi. Est-ce que tu avais peur quand tu as commencé à écrire vraiment de la littérature? Ou est-ce que tu as toujours écrit déjà? Non, pas du tout. J'ai commencé à écrire l'été, je crois que c'était la tournée de Somnambule. Je suis parti en vacances avec Mélanie et à l'époque j'avais qu'un seul enfant. Je crois que Mélanie était enceinte. Et je suis parti avec un copain, un couple de copains, le chanteur de Herman Dune, qui est un groupe de folk. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc on est parti ensemble, on a loué une baraque pendant 15 jours. On allait surfer le matin. Moi je savais pas surfer mais ils m'ont appris quoi. Enfin moi je surfais pas, je me faisais rosser par des vagues sur une planche quoi. Et l'après-midi, je sais pas, je me suis mis à écrire. Comme ça, c'était des journées ensoleillées dans un petit cabanon comme ça à la mer. Et puis j'ai commencé à écrire une petite nouvelle, puis une deuxième, puis c'est venu et au bout de 2 mois, j'avais un livre sans même y réfléchir, sans même y penser. Et alors que j'avais jamais vraiment essayé d'écrire, quoi. Et c'est après que, une fois que le livre est sorti, que ça a marché, c'était très innocent comme geste, quoi, vraiment sans réfléchir. Et après, le livre d'après, j'ai eu beaucoup plus de mal. En fait, j'ai écrit le livre de nouvelles juste après. Et ensuite, j'ai essayé d'écrire un roman pendant longtemps et qui était bloqué, quoi. J'avais des problèmes sur la durée, quoi. Au bout de 50-60 pages, ça commençait à tourner en rond. Et finalement, j'ai sorti ce livre de nouvelles, Une éclipse, au mois de septembre, et du coup, ça m'a débloqué forcément le truc du roman que j'ai écrit dans les 2 mois de la sortie du livre, quoi. Okay, donc là, il est fini, le roman? Oui. Et il sort quand? En janvier. Janvier prochain. C'est pas gay, hein. C'est quoi? Tu vas voir, il est pas gay. Ah ben... Là, pour le coup, c'est un peu dur. Ah ouais, ça parle de... Ça parle de 2 frangins dans un pensionnat au moment de la chute du communisme. Donc tu vois, ça parle c'est assez actuel. Ça parle de 2 gosses qui sont élevés par leur grand-mère qui est ukrainienne, exilée ukrainienne, et au moment de entre la chute du mur de Berlin et la mort de Ceausescu. Donc ça se passe à peu près à l'année de ta naissance, je pense. T'es né en quelle année? 94. Mais ça se passe 5 ans avant ta naissance. Ok, on va se taper sur la cuisse. Oui. Ok. Exactement. Et là, il est fini, tout à fait. Et comment tu sais qu'un truc est fini? Je peux encore changer quelques mots, tu vois, ou rajouter un paragraphe, tu vois. Oui, mais comment tu sais que tu veux plus et que t'es en mode ok, là c'est bon? C'est comme ça, c'est un peu. J'ai passé assez de temps dessus, et puis il a un début, il a une fin, il a une espèce de structure. C'est comme une chanson, quoi. Après, les chansons, j'ai l'impression qu'elles continuent à bouger après leur sortie, parce que par exemple sur scène, elles ont une autre vie. C'est assez magnifique, ça. C'est que je peux changer des mots, rajouter une harmonie. Là, par exemple sur les arrangements de ce spectacle, je change des harmonies de plein de choses, quoi. Je sais pas, Dylan, il continue à écrire des couplets sur All Along the Watchtower. On comprend pas ce qu'il dit. On comprend pas ce qu'il dit, mais lui, il le sait qu'elles sont vivantes, quoi. Ça, c'est magnifique. Et les livres, ouais, une fois que c'est publié, comme ça, c'est un peu plus touché, quoi. Je crois, après, il y en a, regarde comment Duras, elle aimait pas un livre, elle a refait un livre, c'était quoi? C'était son amant, quoi, je crois. Je crois qu'elle a pas aimé le film, alors du coup, elle a refait un autre amant pour corriger les trucs qu'elle aimait pas. Mais tout le monde s'est souvenu que du premier. Comment tu bosses genre quand t'écris, est-ce que tu notes juste des détails, les trucs, et puis tu les fais grandir, ou est-ce que tu... Une chanson ou... les deux, en l'occurrence. Je dirais que c'est un peu différent. Je crois que c'est un peu différent. Les sujets de nouvelles, il y en a un peu tous les jours, quoi. Tu observes quelque chose, quelqu'un, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passerait si il se passait ça avant, ou tu tombes sur quelque chose d'un peu curieux, quoi, et tu te dis, j'ai envie de creuser cette chose-là, et tu imagines des choses à partir de là. Donc c'est presque tous les jours, tu peux avoir un sujet de nouvelle délicieux, quoi. Loufoque, délicieux, mon gosse me raconte un truc, tu vois.
il y en a beaucoup, quoi, des sujets de nouvelles. Et après, il faut prendre le temps, il faut les écrire, et puis il faut les inventer quand même. Mais le point de départ, il est facilement. Les chansons, c'est très mystérieux. Je sais pas comment ça marche vraiment. Tu commences à écrire 2-3 petits bouts de phrases, et puis ensuite 2-3 petits bouts de phrases. Tu sais pas pourquoi ça devient un texte, comme un petit poème. Et puis un jour, tu prends le piano, et puis ça devient une chanson. Des fois, des fois, c'est d'abord une autre chanson, puis ensuite, ça prend une autre. Tu trouves une autre mélodie 6 mois après. Parfois, c'est un truc que tu as écrit il y a 10 ans que tu retrouves, tu sais pas pourquoi, et puis ça devient quelque chose. C'est très très mystérieux et accidenté, quoi. Et un roman, c'est comme une nouvelle, mais sauf qu'il faut se dire, ok, là, je vais passer un an avec ces personnages-là, donc il faut les aimer, quoi. Et quand t'as démarré, comment tu savais que t'allais les aimer assez longtemps? J'ai fait 4 romans où je les aimais pas assez, où ils étaient à la poubelle. Le moment où tu travailles 6 mois sur un truc qui va à la poubelle, ça, t'es pas bien. Ah merde. Là, tu tires la gueule. Et là, ta famille te déteste parce que vraiment, t'es de mauvaise humeur. Ok. J'avais envie de faire un truc de questions où, genre, les questions, c'est des phrases de toi. Ok. Est-ce que c'était vraiment ton squelette au bar de l'hôtel? Est-ce que c'est vraiment mon squelette? Oui, c'est vraiment mon squelette au bar de l'hôtel. Il est là, il a été dans plein de bars d'hôtel et il se promène. Je sais qu'il est là, je le vois souvent dans le miroir. Il y a un petit bout d'os là qui dépasse. Je vois mon squelette, bien sûr, je le connais. Très beau squelette. Vantard. Ouais, exactement. T'as la gueule de ton époque, mais c'est quoi? Je crois pas que j'ai la gueule de mon époque, mais je sais pas trop ce que ça veut dire avoir la gueule de son époque, mais je pense que c'est un peu cette chose du conformisme des adolescents dont je parlais, quoi. C'est être comme tout le monde, quoi. Tu crois qu'il faut combien de temps pour disparaître totalement? Ça, c'est dans Revox. C'est Revox, alors là, je l'ai pas vu depuis que j'ai fait ce truc-là non plus. Je crois pas que c'est terrible, hein. Je crois que c'est un peu... Mais à la fois, on disparaît très vite. Je crois que quand les gens meurent, au bout de très peu de temps, ils sont presque comme... moi, ça m'a souvent marqué, quoi. Quand des gens comme ça, qui vous paraissent si importants, disparaissent. Il y a une émotion un jour ou deux, puis ensuite, au bout de 5 jours, chacun va casser ses affaires, même 5 jours. Le lendemain, chacun va casser ses affaires, tout est oublié, c'est fini, et ça me... comme si c'était la résonance avait disparu, et en même temps, j'ai l'impression que il reste quelque chose longtemps après, quoi. Je vais dire que je suis vraiment mystique, mais moi, je me sens parfois connecté à des gens comme des ancêtres d'il y a longtemps, quoi. Je suis ému par... c'est vrai que là, l'autre jour, j'étais en Alsace, j'ai fait un concert en Alsace, et j'étais vraiment... c'est un truc de vieux, hein. Il va pas marcher, ton podcast. J'étais dans un cimetière, un vieux cimetière juif, où j'avais un ancêtre, et j'ai trouvé une tombe de quelqu'un né en 1750, complètement tombé, couverte de mousse, je sais pas quoi, et j'étais très ému, quoi. Ça me faisait quelque chose de... il y avait encore quelque chose de lui en moi, quoi, sûrement. Et je pouvais le ressentir. Donc on disparaît, ça c'est sûr, mais pas tout à fait, quoi. Et d'où il vient ce truc un peu mystique que t'as? Je sais pas, c'est cette chose de la magie, quoi. Enfin, du mystère, quoi, du besoin de sacré aussi. Je trouve moi, j'ai besoin de sacré. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelque chose de très beau, quoi, de voir qu'il y a des moments qui sont sacrés, que l'amour peut être sacré, que tout n'est pas juste sur le même plan, quoi, que tout n'est pas profane, quoi, que des choses sont si importantes qu'on les place au-dessus de tout. C'est ça pour moi le sacré. Je crois à ça. C'est bon aujourd'hui d'être en vie plutôt que d'être raide mort. Ouais, bien sûr, c'est merveilleux. Il faut profiter de... j'ai l'impression qu'on trouve toujours des sujets d'émerveillement, quoi. Même dans des situations merdiques, on doit toujours trouver des situations d'émerveillement. Moi, j'ai une vie de rêve, quoi, donc je peux le dire facilement, mais je suis sûr que même dans des moments difficiles, on trouve je sais pas, le printemps, c'est un émerveillement. Quand tu vois des arbres qui bourgeonnent, c'est un émerveillement. Est-ce que la nuit est la même pour tous ceux qui s'aiment? Je sais pas. J'ai réfléchi à cette phrase en me disant, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est un bon titre? Je me suis dit, en fait, c'est un peu con comme phrase. Donc j'avais un doute. La nuit est pas la même. Les gens s'aiment très différemment, mais après, il y a peut-être quelque chose qui unit les amants, quoi, comme ça, comme une protection de la nuit, quoi, comme ça, hein, ou l'envie qu'elle se prolonge. Peut-être c'était ça que je voulais dire, quoi. Mais donc peut-être oui. Allez, on va dire oui. Et la dernière, pourquoi personne n'a vu combien tu étais pâle en plein jour? Pourquoi personne n'a vu combien j'étais pâle en plein jour? Des fois, on voit pas quand les gens sont très proches de vous et qui changent
profondément comme s'il tombait sous l'influence d'une autre planète, quoi, d'un autre corps céleste, quoi. Parfois, les choses qui sont plus évidentes, on n'arrive pas à les voir, quoi, parce qu'elles vous font souffrir ou parce que on est trop occupé dans des conneries, je ne sais pas. Peut-être c'est ça que ça voulait dire, quoi. C'est que il y a des métamorphoses qui sont sous nos yeux et qu'on n'est pas capable de voir, quoi. Donc il a raison, Truby. Il a raison, Truby. Tout le monde change, même si on le voit pas. Exactement. Truby a raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Raphaël est en tournée actuellement pour son spectacle Bande Magnétique. Je mets les liens vers la billetterie dans la description. Et puis en attendant, le premier roman, ces 2 recueils de nouvelles, Retourner à la mer et Une éclipse, sont chez tous les bons libraires. Nouvel épisode des gens qui doutent dans 2 semaines avec Paul Mirabel. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, laisser des commentaires, des étoiles, tout ça. Et puis vous pouvez me suivre aussi, moi, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, @FannyRuet, pour être tenu au courant de la suite. Des bisous! Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par l'incroyable, le fascinant, le mystérieux Maxime Moitieu.